Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Brochu en direct en ce lundi 11 juillet 2022. Ce soir, pour vous, j'ai Jean-Jacques Nantel et le titre de son émission est « On n'a pas l'argent pour réparer nos erreurs du passé ». Alors, sans plus tarder, j'ai avec moi Jean-Jacques Nantel. Monsieur Nantel, bonsoir. Bonsoir, merci encore de m'inviter. C'est intéressant d'avoir une émission régulière. Ça fait quelque chose de... Ça occupe le temps, même si j'ai d'autres choses à faire de ma vie, mais c'est intéressant. Ben, merci de venir tous les lundis. Là. Moi, c'est ce que j'ai dit aux auditeurs. C'est maintenant là un rendez-vous à tous les lundis soirs, 19h30. Moi, je peux m'engager, en tout cas dans les 10-15 prochaines semaines, parce que l'actualité au niveau mondial en ce moment, au niveau national, c'est, à mon avis, est historique. Au niveau économique, et on rentre dedans en ce moment d'une façon un peu inconsciente, mais tranquillement, la réalité va nous rattraper, M. Nantel, et ce soir, l'émission est un peu pour ça. C'est ça. Il y a un truc qui se passe en France, ça pourrait développer comme un Watergate. C'est le président Macron a fait, quand il était ministre de l'économie, a travaillé avec Uber pour, en tout cas, aider un peu à faire de la propagande, ce qu'il n'a pas le droit de faire comme ministre. On verra. Là. Ça pourrait être un Watergate. Ça pourrait mener à de l'impeachment. Je ne le crois pas, mais ça a le potentiel de ça. Bon, écoutez, ce dont je veux parler aujourd'hui, les dernières émissions, j'ai expliqué, notamment la dernière émission, que nos démocraties étaient en danger parce que nos chefs politiques ne les respectaient plus. Puis avant, j'ai parlé dans d'autres émissions qu'il y avait une crise qui s'en venait. Ça fait très longtemps que je parle de ça, moi. Ça fait une vingtaine d'années que je réfléchis là-dessus, que je travaille là-dessus. Si vous voulez mettre ta première image, j'ai parlé, moi, pendant très longtemps d'un effondrement majeur qui était de nature environnementale. Vous le voyez ici, j'ai déjà montré cette image-là. Montrer que le monde industriel, au début, il n'y avait pas de problème. On détruisait les environnements naturels, mais ça ne paraissait pas. Puis là, ça commence à paraître, ce qui fait que notre monde industriel est de plus en plus, rend de plus en plus nos environnements malades. Puis là, c'est les environnements qui vont nous causer des problèmes. Moi, vous pouvez mettre la deuxième image? J'ai fait une liste, que vous l'avez déjà vue également, mais je vais la remettre. J'ai fait 20 vidéos. J'ai commencé, je pense, en 2008 ou 2009. Et, excusez-moi, 2013. Puis j'ai terminé la dernière en 2019. J'en ai fait 20. Et ce que j'avais à dire est encore là, c'est encore bon, parce que c'est le même phénomène. Ce qui est arrivé, c'est que ça fait 14 ans aujourd'hui qu'on n'a pas eu de crise majeure, ce qui est très, très rare dans l'histoire. Or, dans l'histoire de l'économie. Alors, d'habitude, c'est entre 7 et 11 ans. Alors, enfin, ça varie dans ces... Là, on est rendu à 14 ans, ça ne s'est pas encore produit. Alors, les gouvernements ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour pas que ça arrive. En faisant ça, ils ont gaspillé leurs munitions. Alors, mettez la prochaine image. J'ai également écrit un livre. Ça, je l'ai écrit, je l'ai écrit dans les 20 dernières années. Je l'ai publié en 2016. Mais c'est le livre que j'ai écrit, « Vivre dans un univers qui s'éteint ». Ça, là, c'est à prendre au pied de la lettre. C'est l'univers qui s'éteint. C'est les étoiles qui s'éteignent. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. Nous devons vivre comme être humain, en tant qu'animal, tout ce qui est vivant, dans un monde où il faut toujours faire des profits parce qu'il y a toujours de la perte. C'est le sens du titre et non pas vivre dans l'Occident qui s'éteint. C'est pas ça que ça veut dire. C'est l'univers, c'est un problème physique. Bon. Prochaine. Mon idée, à moi, elle vient à date de longtemps. Malthus a écrit son essai sur le principe de population en 1798. C'est-à-dire au tout début de la révolution industrielle, c'était en Angleterre, c'est en anglais, il s'était rendu compte que ça n'avait pas de bon sens la vitesse à laquelle la population croissait par rapport à la vitesse à laquelle la nourriture croissait. Alors, il disait à un moment donné, on va pogner un mur. Là où Malthus s'est trompé, c'est qu'il ne pouvait pas imaginer que la science deviendra aussi puissante, toutes les découvertes qu'on a faites dans les 2 derniers siècles, puis il avait oublié qu'il restait le reste de la planète à consommer. Vous avez la prochaine image. Là, en 1972, il y a eu un club, le Club de Rome, qui a publié Halte à la croissance, où il disait il faut arrêter la croissance, là, parce que là, eux autres, ils donnent là-dedans les courbes qui montrent qu'il va y avoir de moins en moins de pétrole, que ça va s'arrêter. Ils ont tout donné ça. Ça a été remis à jour en 2012, et
ils ont raison. Toutes les matières premières du monde sont en train d'entrer en état de rareté parce qu'on en a trop ramassé. Puis quand on les ramasse, comme on ne fait pas de cycle avec notre monde industriel, ben, plus on en ramasse, moins il y en a. Alors, c'est un problème de base. Alors, en passant, on va mettre la liste de mes vidéos sur la crise dans la description de la vidéo. Moi, là, quand j'ai écrit ça, là, vous voyez, je n'étais pas tout seul à penser comme ça, puis ça date de longtemps. Moi, je ne suis pas le gros méchant, je ne suis pas le vieux-père qui va déclencher la crise. Non, ce qui va déclencher la crise, ça va être la nature, les environnements naturels, puis la réalité. C'est des choses d'ordre physique, d'où le titre de mon livre, Vivre dans un univers qui s'éteint. Mais la guerre en Ukraine, M. Nantel, qui se passe en ce moment, est un accélérateur sûrement de ça, là. Bien, ce qui est arrivé, c'est qu'avant, on en faisait des guerres. Puis tout le monde s'en foutait parce que l'environnement arrivait à les absorber sans qu'on s'en rende compte. De nos jours, la guerre en Ukraine déclenche un problème mondial, ne serait-ce qu'au niveau des fertilisants. L'Ukraine et la Russie produisent beaucoup de fertilisants, pas juste le pétrole, pas juste le gaz, de la nourriture également. Ce qui fait qu'une petite guerre qui n'a même pas fait 30 000 morts, risque de déclencher une famine qui va tuer des millions de personnes parce que les terres agricoles aujourd'hui ne peuvent produire qu'avec des fertilisants et avec des pesticides. Fait qu'il y a des limites qu'on atteint là. Puis ce qui arrive, c'est sûr que c'est un accélérateur, mais ça n'aurait pas été un accélérateur au 19e siècle. Monsieur Nantel, ce que vous dites là est très vrai parce que pour vivre en Montérégie, dans une région très agricole, je me l'ai fait dire par plusieurs agriculteurs, sans engrais, il n'y a pas d'agriculture. Et que quels que soient les modèles là, pour nous nourrir, ces champs-là servent essentiellement à nourrir des animaux pour qu'on puisse manger encore de la viande. Donc, ça sert même pas à nous nourrir directement. Donc, il y aura peut-être effectivement là-dessus un crash. Parce que malgré qu'on ait plein de terres qu'on cultive au Québec avec des engrais, le Québec fournit, vous me reprendrez, M. Nantel, je crois qu'on est rendu au niveau critique de 30%. Les produits qu'on produit au Québec nous nourrissent seulement dans l'ordre du 30%. On doit importer essentiellement environ 70% de la nourriture de l'extérieur. Une des raisons de ça, c'est la spécialisation des économies. Si vous regardez au niveau de la valeur ajoutée, de ce qui se vend, là, le Québec vend énormément de produits de très haute gamme qui valent très cher. Pensez seulement à la semence du taureau Starbuck, oui, qui a des millions de descendants sur la planète. En passant, il n'a jamais vu une vache. Son sperme valait tellement cher qu'il y avait une espèce de poupée de vache. Là. Il mettait l'odeur pour l'exciter. Puis là, il faisait ça dans un morceau de plastique parce que chaque goutte coûtait trop cher. Bon. Alors, on produit des produits de l'érable, une canne de sirop d'érable, là, surtout si c'est des belles bouteilles au Japon, ça se vend à 50, 60 $. Parce que ça frappe tout le monde que ça sort d'un arbre. On produit également au Québec des émules. C'est une Autriche australienne. On produit du vin de glace, on produit du cidre. On produit, du cidre de glace, M. Nantel. Oui, bien sûr. On produit également beaucoup de cochons, mais également beaucoup de purin de porc, ce qui est un empoisonnement pour la M. Nantel, pour avoir vécu dans la région de Chaudière-Appalaches, où à l'époque, le film Bacon, d'un réalisateur là, que j'oublie le nom, je me suis impliqué beaucoup là-dessus. Et quand j'ai habité dans la Beauce, c'est un des commentaires que je faisais aux gens de la Beauce. C'est-à-dire que la beauté du paysage de la Beauce et de tout le potentiel qu'on pourrait avoir en essayant de développer toutes sortes d'agriculture dans les régions au Québec et prendre un peu le modèle en France où on développe nos produits régionaux. Ça mettra en valeur là, toutes nos régions et j'ai toujours été un partisan là-dessus. Moi, de transformer nos terres en pistes d'atterrissage de purin de cochon, j'ai toujours eu des limites là-dessus. Quoique je suis pas contre ça, effectivement, le Québec a toujours produit du porc. On est des mangeurs Mais on est surtout des exportateurs, notamment vers la Chine. Oui. En Chine, quand j'ai habité en Chine, il n'y a presque pas de produits laitiers.
Vous n'avez pas de yogourt. Mais le cheptel québécois de porc a dépassé la population québécoise et servait à nourrir l'extérieur. Et c'est quand même une industrie très polluante. Et quand vous regardez les rivières du Saint-Laurent du Sud, où il y a beaucoup, où l'élevage du porc est énorme, ces rivières-là sont souvent transformées en véritables dalles de purin. Pour avoir vécu sur le bord de la rivière Chaudière, je sais de quoi je parle. Évidemment, ce purin-là tue les autres espèces animales sauvages. Là. Un environnement, je l'ai déjà dit, là, c'est un mélange de milliers d'espèces qui s'échangent de l'énergie, qui se mangent les déchets les uns des autres. Puis quand à la fin, la vie laisse tomber, par exemple, des écailles, toute la Floride, une grande partie de la Floride est faite avec des écailles de mollusques. Ça s'est empilé, ça a donné à Floride à cause du courant, en tout cas. Ce qui arrive, c'est que quand la nature finit par rejeter, il n'y a plus personne qui se sert d'un produit, c'est qu'il n'y a plus d'énergie dedans. Alors, ça donne ça comme une partie de la Floride qui est faite avec des écailles de mollusques, quelque chose comme ça. Alors, ce qui arrive, en passant, on va finir là-dessus, une dernière chose, je voulais dire. Quand on met des pesticides et des engrais sur une terre, on tue la terre. Il n'y a plus de vers de terre dedans parce que c'est hiver, c'est des poisons, c'est du poison. Alors, on met du poison qui ne tue pas la plante, mais qui tue tout ce qui est vivant. Donc, évidemment, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a presque plus de bactéries dans la terre, puis la terre elle a absolument besoin d'engrais pour continuer à produire. Dernière chose que je voulais dire par rapport à l'industrie au Québec. Au Québec, on n'a qu'une récolte, parfois deux. Un agriculteur qui m'a dit des fois, on peut faire pousser du foin pendant l'hiver. 2 fois, oui, dans plusieurs régions. C'est le maximum. Dans la région de Shanghai, c'est 4 récoltes par année. Alors, il y a une chose, c'est que nous, au Québec, on n'a pas de soleil, on a beaucoup d'eau. Une région comme la Californie, ils ont beaucoup de soleil, mais ils n'ont pas d'eau. Mais pas d'eau. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? C'est d'avoir un été avec de l'eau comme nous, plutôt que d'avoir l'été à l'année longue, il n'y a pas d'eau. Il y a un énorme potentiel, M. Nantel, sur le territoire québécois. Je jardine, j'ai retrouvé le plaisir de jardiner depuis 3 ans. Et ce que vous parlez des vers de terre, j'en prends soin énormément dans mon jardin aussi. C'est ce que j'ai appris, là, que nos terres, l'essentiel des terres au Québec en ce moment sont quasiment mortes. S'il n'y a pas d'engrais qui se mettent dessus, il n'y a rien qui pousse. Voilà. Écoutez, les gens, on vient d'en parler, là, on a fait, en fait, c'est même pas une digression, c'est de ça dont je veux parler. Les gens, les êtres humains aujourd'hui, ne réalisent tout simplement pas l'ampleur des dettes environnementales qu'on a accumulées depuis 2 siècles. Tous les changements qu'on a faits aux environnements, une forêt, là, les forêts plantées, là, c'est une ferme d'arbres, c'est pas une forêt. Toutes ces choses-là, tout ce qu'on fait, là, c'est une énorme... Et ça va coûter extrêmement cher pour corriger ces erreurs-là. Les erreurs qu'on a faites sans le savoir, parce qu'il y en avait toujours d'autres. Par exemple, les industries, la raison pour laquelle ils ont foutu le camp en Chine, oui, les salaires étaient plus bas en Chine, mais il n'y avait également aucune règle environnementale parce que c'était neuf. Ben là, ils ont tout saccagé, puis ils vont continuer de le saccager. Fait que là, la Chine est obligée d'être le premier pays du monde pour essayer de sauver l'environnement parce qu'ils ont seulement 3 grands fleuves, puis les 3 grands fleuves sont pollués. Puis ils sont 1,4 milliard, tout le monde veut des voitures. Alors, Monsieur Nantel, c'est vous qui m'aviez appris ça lors d'un de vos voyages en Afrique où vous, la nuit, vous couchiez dans des forêts plantées parce qu'il n'y avait pas d'animal sauvage. Et c'est vous qui m'avez appris ça qu'au Québec, même au Québec, des forêts replantées, il n'y a pas de vie qui renaît là-dedans. C'est comme vous dites, c'est une plantation d'arbres et qui ne respecte pas l'écologie du tout. Écoutez, c'est pas bien compliqué. Moi, j'ai couché dans des forêts plantées comme ça en Algérie, aux États-Unis, au Canada, bien sûr. Je l'ai fait au Chili. Je l'ai fait également un peu partout là, dans le monde. Que je l'ai fait en Chine. En tout cas, en Chine, je l'ai visité. Non, je n'ai pas fait ça en Chine. Et toujours est-il que le point, c'est que quand vous avez des arbres qui sont tous de la même hauteur, tous alignés, comment vous voulez qu'un daim se cache d'un loup? Deuxième des choses, comme je disais, un environnement, c'est des milliers d'espèces qui s'échangent de l'énergie. Vous savez, de la merde humaine ou de la merde d'orignal, ça sert à des plantes, ça sert à des bactéries, ça sert à des petits animaux, les mouches. Bon. Alors, vous avez tout le déchet de l'un et la nourriture de l'autre, jusqu'à ce que comme je disais tantôt, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'énergie dans la matière. Là, ça fait littéralement, des montagnes de roches sédimentaires qui sont pour la plupart, je pense notamment à l'argile, des déchets
d'animaux. Ça, là, c'est que c'est fini, il n'y a plus d'énergie là-dedans. Monsieur Nantel, je ne sais pas si vous avez vu le reportage à Netflix sur les champignons. Vous parliez de merde d'animaux, là. Comment les champignons communiquent entre eux et ont un apport maintenant méconnu, qui de plus en plus, là, on fait des recherches là-dessus, on apprend toutes sortes de choses par rapport aux champignons qui viennent souvent de produits qui se décomposent et de merde de toutes sortes de bébites. Et entre autres, ce qu'on dit dans ce reportage-là de Netflix, c'est que les champignons, les hommes de la préhistoire suivaient les troupeaux pour se nourrir et à travers les excréments d'animaux poussaient des champignons et certains champignons hallucinogènes. Et dans ce reportage-là de Netflix, ils disent que ces champignons-là auraient permis à l'intelligence humaine d'évoluer. Par rapport à c'est tout nouveau. Puis dans le reportage, j'expliquais aussi que dans les années 60-70, avec l'apparition des drogues, des mushrooms, là, des champignons magiques, que la science a dû arrêter ses recherches par rapport à ça, parce qu'on avait associé ça à des mouvements de toutes sortes, et on avait oublié les bienfaits de tout ça. Et c'est très intéressant. J'invite les gens à aller voir ça. Vous savez, les gens disent souvent à quoi ça sert aux êtres humains les champignons, à quoi ça sert aux êtres humains du lichen. Je suis désolé, à quoi les êtres humains servent au lichen, aux champignons? C'est un écosystème. On faisait partie d'un écosystème. Savez-vous pourquoi? Ça, c'est une des principales théories, puis ça, c'est très solide. Pourquoi est-ce que les êtres humains n'ont pas de poils? La raison pour laquelle on n'a pas de poils, les autres singes ont du poil. Les êtres humains n'ont pas de poils parce qu'on est des coureurs de fond. Quand on a inventé des armes, les premières armes, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'approchait le plus proche possible d'un animal. On était en Afrique, là. On était dans la savane africaine. On blessait l'animal, puis là, l'animal était blessé, il saignait, puis là, il se sauvait, puis là, nous autres, on courait après lui. Donc, à un moment donné, l'animal, en saignant, en s'épuisant, on suivait la trace de sang, bien, il était fatigué, il arrêtait de courir, puis là, les êtres humains s'approchaient, ils tuaient l'animal, puis ils le ramenaient au camp. Alors, on est des coureurs de fond, puis pour pouvoir faire ça dans un climat où il fait 40-45 degrés, bien, il faut pouvoir transpirer énormément. D'où l'importance de se débarrasser du poil. Donc, c'est une des théories, c'est assez solide, parce qu'il n'y a pas eu de guerre nucléaire, on a perdu notre poil. Vous avez du poil plein de visage, là, fait que je ne sais pas si vous courez après. Et pourtant, je cours très vite. Après les filles, pas après les antilopes. En tout cas, il ne faut pas dire ça, vous allez vous faire engueuler. Ben oui, M. Nantel. Écoutez, le monde industriel, là, je l'ai dit tantôt, il parasite les environnements naturels. Puis les entreprises industrielles, ça c'est très important à comprendre, les entreprises industrielles n'ont presque aucune a été rentable au cours de l'histoire. La raison pour laquelle leurs bilans disent que les entreprises industrielles sont rentables, c'est parce que les chefs d'entreprise se débarrassent des problèmes dans la nature. Ils jettent leurs déchets dans l'eau, dans le vent, dans l'air, dans la terre, où ils ne paient pas les accidents industriels. C'est ça là, dont Marx se plaignait au 19e siècle. Alors, les entreprises industrielles n'ayant jamais été rentables, le monde industriel a détruit carrément la planète. Alors maintenant, si vous mettez la 6e photo, je pense que ça, c'est pas pire. Vous avez ici, je vais vous donner des exemples des choses qu'on a détruites et il faut dépenser énormément d'argent pour les réparer. D'habitude, la vérité, c'est que si vous arrêtez le stress sur un environnement, l'environnement va le nettoyer lui-même. Mais de nos jours, on est rendu presque 8 milliards, bientôt 9. La nature n'est plus capable de fournir. Alors maintenant, il va falloir l'aider. Enfin, si on était capable de l'aider. Alors maintenant, ça c'est pour vous montrer les dépenses énormes. Regardez ce qui s'est passé en Bolivie en 1975 et 2003, la déforestation, c'est le même endroit. Alors là, il va falloir rétablir ça. Ça veut dire beaucoup de dépenses. On n'a pas d'argent, on va le voir tantôt. Passez à la prochaine vidéo. Là, il y a un manque d'eau partout sur la planète. En Inde, là, il y a beaucoup de villages où les gens allaient chercher l'eau à 10 pieds de creux, il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est rendu à 150 pieds de creux. Aux États-Unis, les nappes phréatiques ont été pompées pour faire pousser du maïs, etc. Ils ont tué la mer d'Aral en URSS pour faire du blé. Alors, tout est mort aujourd'hui. Je passe à la prochaine image.
On a surpêché. Regardez-moi l'immense filet. La pêche industrielle de nos jours, c'est la dernière chasse de grande envergure sur la planète. Ils nous ont rien demandé, ces poissons-là, puis on ne les a pas fait grossir en leur donnant de la nourriture comme dans un aquarium. Ça, c'est un seul filet, une seule fois. Il y en a peut-être pris une deuxième fois dans la journée. Ils ramassent tout ça, c'est dans l'Atlantique Nord. Évidemment que toutes les pêcheries sont épuisées de nos jours. Puis là-dedans, il y a des mammifères qui meurent. Hein. Quand ils ramassent les poissons, ils jettent les mammifères à l'eau parce que c'est du poisson qu'ils veulent. Puis des fois, ils jettent les espèces de poissons dont ils ne veulent pas. Ils rejettent ça à la mer, mais ils sont morts. Alors, c'est une catastrophe, puis ça, va falloir qu'on aide la nature parce qu'elle n'est plus capable de le faire toute seule. On est trop nombreux. Passez à l'image suivante. Là, vous avez ce qu'on appelle, bon, ça c'est encore une déforestation en Amazonie. On le voit d'un côté, c'est tout massacré, puis de l'autre côté, il y a une forêt. Ben ça, c'est pas très sain. Là, vous avez ici ce qu'on appelle les trois sœurs. Les trois sœurs, c'est la guerre. Quand les êtres humains se font la guerre, ils détruisent les terres, ils font fuir, on le voit en Ukraine présentement, ils font fuir les agriculteurs, ils détruisent les terres avec des bombes qui sont pleines de produits chimiques pour tuer les gens et donc pour tuer la vie. Après la guerre, quand les agriculteurs se sont sauvés, ils ne produisent plus, ben là, vous avez une famine qui suit très, très souvent, surtout si la guerre est longue. Dans l'histoire, c'est ça qui arrivait. Puis quand une famine se produit, le système immunitaire des gens s'affaiblit, puis vous avez des épidémies qui viennent derrière. Vous savez que la peste est en train. Est-ce qu'il y a quelqu'un, là? M'entendez-vous, monsieur? Oui, je vous entends, monsieur Nantel. Oui, il n'y a pas de problème. C'est parce que je regarde les commentaires des auditeurs en ce moment pour réagir. Allez-y. Faites-le, c'est parce que je pensais que j'étais sorti. Alors, ce qui arrive, c'est que quand vous avez une épidémie, vous savez que la peste bubonique, la vraie peste, là, qui a tué tant de gens là, en 1348-1349, enfin au cours de l'histoire, Périclès en Grèce antique est mort de la peste. La peste est en Amérique du Nord. À peu près, je pense que c'est les 3/4, 80% qui sont contaminés par la peste. La raison pour laquelle on n'a pas de peste, il y a très peu il y en a en passant. Il y a des gens dans les hôpitaux qui ont la peste. Mais la raison pour laquelle il y a si peu de peste, parce qu'on est très bien nourri, il n'y a pas de famine. Donc, les épidémies ont de la difficulté à vaincre notre système immunitaire. En passant, le COVID n'a pas tué tant de gens que ça. Ça n'a rien à voir avec la peste. Si vous pouvez passer à la prochaine image. Là, vous avez des exemples. J'en ai mis deux planches différentes. Vous avez le genre de pollution de l'air, déchets d'usines jetés dans la nature. J'en parlais tantôt, ça n'a jamais été rentable. Les conteneurs, chaque année, il y a des milliers de conteneurs, des gros conteneurs, avec des jouets, toutes sortes de cochonneries qui tombent. J'ai parlé à des pilotes de bateaux, puis ils m'ont dit on en perd beaucoup dans les tempêtes. Vous avez ici à droite, là, la dernière image, les puits de pétrole qui ont été incendiés volontairement par Saddam Hussein dans les années 91, je crois. Alors, vous pouvez passer à la prochaine. En fait, j'en ai beaucoup de ces îles. Là, vous avez sur la côte hawaïenne les déchets qui sortent de l'océan. C'est pas Hawaï qui a produit ces déchets-là. C'est des déchets qui sont venus de la nature, de l'océan. Vous avez des photos les plages polluées à Bombay en Inde. Regardez-moi ça. C'est incroyable, c'est tout sale. C'est des dépenses énormes qu'on va être obligé de faire pour réussir. D'ailleurs, on les fait au Québec, là. Ça coûte très cher pour aider la nature à s'en sortir, être plus capable de le faire toute seule. Maintenant, si vous allez à la prochaine, là vous avez le Canada, ça c'est typique, c'est les sables bitumineux de l'Alberta. Ils ont saccagé pour sortir du pétrole. Puis on ne parle pas de ce qu'il y a dans le sous-sol, parce qu'ils ont saccagé le sous-sol également. C'est la grandeur de la Belgique que l'Alberta a détruit pour aller chercher du pétrole, puis ça va prendre un bon bout de temps pour que ça revienne naturellement. Donc, il va falloir aider la nature. On n'a pas l'argent pour faire ça. Ça coûte les yeux de la tête, remettre ça en état. Et image suivante. Vous avez des pays très pauvres en Afrique. Tout le monde dit l'Afrique, c'est pauvre, c'est pas tellement industrialisé. Ben, regardez-moi ça, les déchets de plastique qui s'accumulent dans certains ruisseaux au Cameroun. Puis j'en ai vu un peu partout, hein, notamment à l'intérieur des villes. Souvent, ils ne ramassent pas les déchets, puis ça fait des petites montagnes on fait des zigzags sur le trottoir, quand il y a un trottoir. Alors, passez à la section suivante. Là, vous avez ce qu'on appelle des gyres. Vous avez à l'intérieur des océans des courants qui tournent. Puis les déchets de plastique qui viennent surtout de la Chine aujourd'hui, surtout la Chine de l'Asie qui produit ça aujourd'hui en Amérique du Nord, c'est assez contrôlé, mais c'est pas fini. Alors, vous avez ce qu'on appelle des gyres, c'est-à-dire ces grands courants circulaires, puis les déchets de plastique se réunissent
finissent par s'agglomérer dans le centre des jets par inertie. Alors, vous avez des terrains de football à longueur, une longueur de terrain de football, des ramassis de plastique en plein milieu de l'océan, ça n'a pas d'affaire là. Ça tue énormément de poissons. Il y a les gens qui traversent les océans et disent que parfois ils trouvent des poissons qui sont morts de faim en plein milieu de l'océan, alors qu'ils auraient pu manger du plancton. Ils les ouvrent, puis dans l'estomac, il y a tellement de déchets de plastique de toutes sortes de couleurs, on pensait que c'était de la nourriture, ils ont mangé ça. Mais il y a tellement de plastique dans l'estomac du poisson qu'il n'y a plus de place pour la nourriture, il est mort de faim. Alors, c'est tous des trucs, il y a des trucs sur Internet où on voit des tortues qui ont été prises dans des anneaux là, pour transporter des 6 bières, là, 6 bières là, en canette. Alors, il s'est pris là-dedans, puis en grossissant, ben la tortue est obligée de développer comme une femme, là, comme ça, là, pour laisser, parce qu'il est étranglé au milieu du corps par un truc pour tenir un 6-pack d'alcool. Passez à la prochaine image. L'être humain utilise tellement d'énergie que ça, c'est ce qu'on voit de l'espace, la pollution lumineuse la nuit. On dépense toute cette énergie-là, puis c'est pas pour éclairer le ciel qu'on fait ça, c'est pour éclairer le plancher, mais évidemment, on le voit à partir du ciel, ça rebondit. Alors, vous avez d'immenses quantités d'énergie, puis ça, c'est pour une seule espèce, alors que les biologistes évaluent que de 40 à 100 millions d'espèces sur la planète. Alors, si une seule espèce utilise toute cette énergie-là, on voit très bien que ça va coûter très cher pour mettre tout ça en état. Prochaine image. Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Alors, c'était pour notre confort. Ça, c'est les États-Unis. Vous voyez, c'est le concept. Là, vous avez la banlieue qui est loin avec tous ses services, puis beaucoup plus loin, vous avez la grande ville, puis les gens vont en autoroute jusqu'à la grande ville. Alors, ce système-là a été développé après la Deuxième Guerre mondiale et c'est devenu aux États-Unis extrêmement courant. Les gens habitent dans des villes situées très loin de l'usine. Puis c'est des autoroutes qui transportent tout ça. Évidemment, ça, c'est des gaspillages d'énergie monstre. Avez-vous réalisé ce que ça va coûter en argent pour défaire tout ça, pour remettre les gens, leur permettre de vivre à côté des buildings, à côté des fermes, en fait, d'une façon plus rationnelle? Ça, c'est pas du tout rationnel. Le problème avec le mode de vie américain, c'est qu'il est à la radio et à la télévision depuis 100 ans, puis tout le monde le copie. Prochaine image. Vous avez, par exemple, en Chine, ils ne font que commencer. Regardez-moi, ça fait juste commencer. J'ai vécu en Chine, je vous le dis, là, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un bouchon de circulation, puis il y a, je pense, c'est 10% des gens qui ont une voiture en Chine. Alors, vous imaginez, si c'est aux États-Unis, il y a 60% de voitures, je pense, 60% des gens ont des voitures. Alors, vous imaginez quel problème s'en vient en Chine. Bien, les Chinois se sont mis à copier le mode de vie américain parce qu'ils l'ont vu à la télé, ils en rêvent, ils veulent ça. Ils veulent le rêve américain, 2 maisons, 2 voitures, 2 femmes, 2 enfants, 2 vélos, etc. C'est ce qu'ils veulent, puis ils sont en train de le faire, puis ils veulent rien savoir. Mais défaire tout ça, ça va coûter extrêmement cher. Or, on n'a pas l'argent. Passez la prochaine image. Là, vous avez la ville de Dubaï. Dubaï en plein milieu d'un désert. Ils ont copié encore pire. Ils ont fait pire que le rêve américain. C'est une ville qui est faite, en fait, c'est un petit État de rien, qui n'a pas beaucoup de pétrole, mais ses voisins en ont. Fait que ça leur permet de gaspiller l'énergie comme des fous. À Dubaï, il y a une piste de ski dans un pays où il fait 45 degrés. Il y a des pistes de ski, une piste de ski. Et les gens se mettent des manteaux pour aller faire du ski dans une espèce de... Bon, c'est des folies. Vous voyez le grand building, c'est le plus haut du monde. Ça s'appelle Burj Khalifa. C'est tellement aberrant ce qu'ils ont fait que c'est pas relié aux égouts. Alors, il y a des camions qui viennent chaque jour chercher les égouts, les eaux usées du Burj Khalifa, le plus grand building du monde. Alors, Dubaï, c'est un pays complètement aberrant et ça, c'est une copie imbécile et exagérée du mode de vie américain. Parce que les Américains n'ont jamais fait une folie aussi grave. Monsieur Dubaï, j'entends certains jeunes, des fois, là, commencer à me parler de Dubaï, qui vont voyager. À l'époque, on rêvait d'aller à Paris ou à d'autres. Et là, il y a dans notre bouillie américaine, Dubaï, vous le dites, c'est un peu l'imitation de New York. Eux aussi jouent à l'idée d'avoir le building le plus haut au monde pour se bomber le torse, pour être... Hein? Les 2 buildings, ils veulent en construire un autre encore plus grand.
Ben oui, puis c'est qu'on fasse le prestige de ça. Pour moi, ça représente rien, Dubaï. Ça représente des gens qui savent pas quoi faire de leur argent. Ben C'est exactement, parce que c'est le problème des pays qui ont du pétrole. Quand vous avez du pétrole, ben surtout dans le monde arabe, surtout dans la péninsule arabique, les nationaux ne travaillent pas. Ils font venir des c'est Occidentaux pour ça, tirer ben le oui. pétrole du sol, ils le font raffiner, ils l'exportent. Là, c'est tout de suite, aujourd'hui, c'est 105 le baril. Ça leur a coûté 10-15 de sortir du sol. Ils font venir des étrangers des Philippines, du Bangladesh pour nettoyer les maisons, tout ça. Mais les nationaux ne travaillent presque pas. Alors, passez à la prochaine image. Ah oui. Vous avez la Malaisie, où c'est un autre exemple, ça. Il y a de la copie imbécile du mode de vie américain qu'il va falloir tout défaire parce que la nature ne peut plus supporter ça. Ça coûte extrêmement cher. Allez à la prochaine, on va revenir à l'Arabie Saoudite, c'est là où je voulais arriver. Ça, c'est une mosquée en Arabie Saoudite. Les gens ne travaillent pas. Ils ont mis du marbre qui vient souvent du fond du monde. Ils fabriquent de l'eau par osmose inversée qui coûte 4 fois plus cher que l'eau normale. Tout est comme ça. Puis la population augmentait. Là, ils ont réussi à contrôler leur population. Là, ils approchent de 2,1 enfants par femme. Mais je veux dire, c'est de la richesse qui est gaspillée parce que le pétrole est gratuit. Puis le pétrole d'Arabie Saoudite, plus le temps passe, plus l'Arabie Saoudite consomme de plus en plus de son propre pétrole. Ce qui fait qu'ils vont être obligés d'en sortir encore plus du sol pour satisfaire leurs clients, pour entretenir ce mode de vie-là. Encore une fois, ça va coûter les yeux de la tête pour réparer tout ça. Allez, la prochaine image. Monsieur Nantel, excusez-moi de vous interrompre encore. Quand vous me parlez là, de cet empire du pétrole qui est le Moyen-Orient, vous m'avez fait réaliser aussi que l'humanité vit dans la période du pétrole depuis environ combien de temps? Expliquez ça aux gens, parce que c'est intéressant de savoir ça, que ça va durer un temps dans l'humanité. Bon, le pétrole, il y a un gars des années 70 qui s'appelait, des années 50, pardon, qui s'appelait Hubert. Son prénom, c'est entre monsieur et puis c'était un géologue, une formation semblable à la mienne. Et le gars, il disait, il avait fait son calcul parce que les Américains étaient le premier exportateur de pétrole à cette époque-là, premier producteur, premier exportateur. Puis quand il avait fait ses analyses du pétrole, puis il dit, aux États-Unis, en 1970, le pétrole, la production de pétrole va s'arrêter, puis après, ça baisse. Ben, les gens ont dit, t'es complètement malade, on en trouve, il était dans les années 50, on en trouve toujours plus, c'est d'un patate. Le gars, il est tombé pile dessus. 1970, ça a été ce qu'on a appelé le pic de Hubert. Puis aujourd'hui, le pic de Hubert pour la planète entière, bon, ça dépend des experts. Là. Il y en a qui disent 2008, 2015, mais c'est passé. C'est passé. Le pic de Hubert est derrière. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, la quantité de pétrole qu'on tire du sol va continuer à baisser. La principale raison, c'est pas parce qu'il n'y a plus de pétrole dans le sol, c'est qu'il est trop cher. Fait qu'il arrête de le sortir du sol. Puis là, la production de pétrole sur la planète baisse comme elle a baissé dans les années 70. Et ça, maintenant, c'est quelque chose, c'était dans le livre Halte à la croissance que j'ai montré au début. Il montrait ça pour tous les produits. On manque d'eau, on manque de... Je l'ai parlé souvent de ça. On manque d'eau, on manque de sable. C'est incroyable, du sable. On manque de lithium, on manque de chrome, on manque de manganèse, de matière rare. Monsieur Nantel, Jean-Marc nous présentait si Jean-Marc, tu veux nous remettre l'image aussi, vous parliez de la ville de Dubaï. Je pense que vous connaissez aussi cette île artificielle-là. Ça, c'est à Dubaï. Il y en a deux. Il y a deux îles artificielles comme ça. Ça, c'est une île artificielle faite, là. Expliquez-nous ça aussi. Ils ont pris du sable. C'est des souffleuses à sable, comme nous autres, on a des souffleuses à neige. Puis ils ont soufflé le sable du fond de l'eau pour faire ce panier-là. Ça s'est très bien vendu. Regardez, c'est presque tout construit. Ils en ont fait une deuxième. La deuxième n'a pas été construite, il n'y a quasiment rien. Puis ils ont fait également ce qui s'appelle le continent, la planète Terre, c'est-à-dire qu'ils ont fait des îles un peu plus loin. C'est tous les continents du monde, l'Europe. Ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Okay? Ils ont arrêté de faire ça. Mais il y avait assez d'acheteurs. C'est des gens qui vont se cacher de l'impôt, de faire là, qui s'installent dans ces choses-là. Bon. C'est du gaspillage, c'est quelque chose d'incroyable. Ils sont obligés de faire venir l'eau d'ailleurs. Toute la nourriture vient de l'extérieur. Les Arabes ne travaillent pas. Les Arabes ne travaillent pas. Fait que soit ils font venir les produits de l'extérieur, soit ils font venir les travailleurs de l'extérieur. Et ça, c'est parce qu'ils ont du pétrole. Qu'est-ce qui arrive quand on va avoir moins besoin de pétrole et que leur population va avoir triplé ou quadruplé?
Il faut tout défaire ça. Ça va coûter extrêmement cher. Puis pour faire ces îles-là, ils ont détruit tout le fond de l'eau. Toutes les... Moi, j'ai plongé dans la mer Rouge. Et dans la mer Rouge, il y avait... Ça, c'est pas la mer Rouge, c'est le golfe Persique. Mais dans la mer Rouge, il y avait des récifs de coraux fantastiques. C'est le plus beau récif de coraux que j'ai vu en passant, mais là, on parle des années 80. En tout cas, s'ils commencent à détruire tout ça, c'est un pays assez favorable pour les récifs de coraux, ben c'est quelque chose de... Monsieur Nantel, oui, puis je vois ça, cette image-là, là, puis ça me fait penser un peu au rêve américain ou Think Big. C'est le Think Big des Arabes, ça. Mettez la prochaine image. Oui. Jean-Marc s'en vient de petites secondes. Non, ça c'est l'autre. Oui, allons-y. Ça, là, c'est une ville bâti, comme on vient de le voir, dans le désert. C'est construit à l'endroit où il y avait... Las Vegas, ça veut dire les plaines fertiles en espagnol. Il y avait une source d'eau. Alors, c'est un gars, Bugsy Siegel, qui a bâti ça après la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit, en route vers la Californie, les gens vont s'arrêter, notamment les soldats, puis ils vont dépenser leur argent ou ouvrir un casino, puis ça a marché. Las Vegas dépend entièrement de l'eau qui vient de la rivière Colorado, avec la petite source qu'il y avait, mais là, c'est dépassé. Ils ont dépassé 1 million d'habitants à Las Vegas. Je pense 1,5 million, 2 millions, on a fait la même, mais c'est une folie. Mais ça, il faut le défaire, parce qu'on ne peut plus transporter. Le fleuve Colorado est presque vide aujourd'hui. Puis le lac Mead, là, derrière le barrage Hoover, là, il est vide. Il est tellement vide qu'on voit les tuyaux qui pompaient l'eau dans le lac Mead. Alors, il y a une grosse sécheresse en Californie. Il y a des années où ça va mieux, puis il retombe dans la sécheresse. Alors là, la Californie, c'est une vraie catastrophe au niveau aquatique, au niveau de l'eau. Bon, alors, la crise dont je parle, qui va commencer, c'est ça. Ah oui, c'est ça, vous avez dit quelque chose tantôt sur le pétrole, on parlait du pic de l'hiver. Ce que les gens ne réalisent pas, quand je dis qu'on a brutalisé l'environnement, les gens ils disent, ça c'est la théorie que tout le monde a. On s'est servi du bois au départ, c'était une civilisation du bois, puis ensuite on a commencé à se servir du charbon au début de la révolution industrielle. Puis après on a pris le pétrole, puis après on a pris le solaire, puis après on a pris le nucléaire. Eh bien, c'est pas vrai ça. Aujourd'hui, on utilise plus de bois pour faire de l'énergie qu'on en utilisait à l'époque, on utilisait seulement que le bois. Puis aujourd'hui, on utilise plus de charbon qu'on en utilisait à l'époque, on avait juste le charbon et le bois. Et aujourd'hui, on n'utilise plus de pétrole qu'on en utilisait à l'époque, ils ont commencé à utiliser le pétrole. Puis le nucléaire, c'est pareil. La quantité d'énergie utilisée par l'être humain augmente pour toutes les formes d'énergie. C'est pas une forme d'énergie qui remplace une autre. C'est faux, ça. Comme en Europe, là, ils ont remplacé, là, parce que le gaz est coupé là, graduellement par la Russie. Puis là, ils nous annoncent qu'ils vont changer ça avec le charbon. Donc là, vous dites que c'est intéressant ce que vous dites là. Ben oui, mais c'est parce que c'est des réalités. Puis c'est le problème, c'est c'est une société de croissance. C'est ce que Malthus disait, c'est pas possible. Et lui, il était juste en Angleterre, puis il n'a pas pensé à la révolution technologique, puis il n'a pas pensé qu'il restait toute la planète à saccager. Bien là, on l'a saccagé, la planète. C'est sur les 5 continents, partout. Même en Afrique, ils ont commencé à faire ça. C'est quelque chose. En Afrique, vous avez des villes, là, comme le centre-ville de Montréal, hein? Abidjan. Oui. C'est assez surprenant. Des villes au Nigeria, etc. C'est quelque chose qui est assez étonnant. Alors, ce vers quoi on s'en va, comme on a attrapé un mur, puis comme j'ai montré au début, que les environnements s'effondrent, c'est véritable. Là, je viens de le montrer par une foule d'images. Ça s'enfonce, ça se détériore de façon massive. Il faut maintenant réparer tout ça. Or, la crise, ça va forcément être une crise de décroissance. On ne peut pas continuer la croissance comme on l'a fait pendant 2 siècles. C'est fini, là. Tout est saccagé, il n'y a plus de poissons dans les océans, les terres sont toutes empoisonnées, par des engrais, etc. On va le voir avec la crise de l'Ukraine qui va empêcher beaucoup de pays de faire pousser de la nourriture dans des pays sensibles comme ceux du Moyen-Orient, du Maghreb, le Pakistan. Il y a plein de pays aujourd'hui qui sont en catastrophe parce qu'il n'y a plus de nourriture. Le Liban est un cas. Le Sri Lanka, ils viennent encore de se battre, là. Il y a la Somalie, vous avez le Sud-Soudan, il y a toute une série de pays. Donc, le Yémen, c'est des catastrophes. L'Afghanistan. Alors, ça augmente, mais évidemment, ceux qui commencent à crever en premier, c'est les plus pauvres, les plus éloignés, les moins visibles, là où il y a moins de caméras pour les filmer.
Ah, mais ça a déjà commencé. Alors, ça va être une crise d'origine environnementale, une crise de pénurie, puis une crise de décroissance. La décroissance, comme je dis toujours, c'est près du centre d'un problème que les gens règlent le problème de la façon la plus drastique. Surpopulation, pollution, danger nucléaire, menace d'un voisin. Là, les gens, ils se décident et ils règlent le problème. Puis quand ils règlent le problème, ils ont tendance à... ça s'appelle la loi de King, je pense. Quand les êtres humains commencent à corriger un problème, comme les Chinois qui ont arrêté de faire des enfants brutalement avec Deng Xiaoping, après, le gouvernement a dit, bon, ben là, on recommence à faire des infinis. Les gens continuent parce qu'ils ont un élan de prix, la culture a changé, ils ne veulent plus rien savoir. Alors, ce qui est en train d'arriver, c'est la crise de décroissance va commencer dans les pays les moins bien préparés, les moins riches, les moins capables, etc. Alors, on manque de tout, je l'ai dit tantôt. Quand vous dites, M. Nantel, les pays les moins riches, là, le Canada, l'Occident, qui se considérait très riche, là, avec les déficits qu'ils ont accumulés depuis plusieurs années, et surtout depuis les 2 dernières années, est-ce qu'on doit les considérer encore riches ou encore plus pauvres que les pauvres qu'on... Non, c'est que quand vous avez une crise comme ça, j'en ai parlé l'autre jour, quand vous avez une grosse crise, puis que je l'ai montré la dernière fois, la crise des années 30, l'immigration s'est arrêtée pendant 15 ans, 16 ans en Amérique du Nord. Ça a recommencé en 1946 à cause de tous les progrès technologiques qu'on avait faits, puis les Américains ont reconstruit l'Europe, reconstruit le Japon, ça a amené tout le monde au travail. Mais pendant 16 ans, grosse crise, les gens avaient faim partout. Ben, les pays les plus riches, États-Unis, Europe, ils ont fermé les frontières. Il y a même eu un bateau plein de Juifs qui s'est promené à travers le monde. Tout le monde y refusait de retourner. Ils ont retourné, puis ils sont morts finalement dans les camps de mort. Parce que personne n'en voulait, parce que les gens, ils s'occupent d'eux-mêmes avant de commencer à penser à sauver les Somaliens. Là. Bon. Ah non, absolument. C'est de chacun pour soi, comme sur le Titanic. Sur le Titanic, là, les gens marchaient d'en face des bébés. Tout ce qu'ils voulaient, c'est essayer de monter dans le bateau avant que ça crève. Mais, M. Nantel, on vit dans un pays comme le Canada qui, en ce moment, n'a pas l'air d'avoir de problème avec les déficits puis faire venir des nouveaux arrivants. Ça, c'est une logique, là. Même si on tombe d'une crise majeure, là, le Canada semble avoir toujours l'argent des autres pour accueillir les nouveaux arrivants. Mais on s'en parlera, continuons. Non, mais ça sent rien, là, vous lisez mes pensées. Bon, c'est simple. Oui. On se connaît tellement bien que vous lisez mes pensées. Écoutez, les matières premières qui restent, ils sont de plus en plus éloignées, de plus en plus creuses, de plus en plus dans des climats froids. Autrement dit, ils coûtent de plus en plus cher, autant au niveau argent qu'au niveau environnemental. Quand vous allez chercher du pétrole qui est à 3000 pieds de profondeur dans le golfe du Mexique, ben, ça fait l'accident de Deepwater Horizon. Vous savez, la planète. Oui. Ça fait une catastrophe parce que les êtres humains ne peuvent pas aller boucher le trou. On ne survit pas à 3000 mètres de creux. C'est ça le problème. Bon, fait que tout est plus cher. Et c'est ça que je voulais dire. Moi, ce que je suis en train de dire là, les gens ne l'entendent pas souvent. Parce qu'il y a une affaire qui se passe, puis moi, c'est comme l'indépendance du Québec. J'entendais les chefs indépendantistes pendant 20 ans dire oui, ben, le Québec va devenir plus riche s'il devient indépendant, puis ça va être meilleur, tout ça. Puis je me disais, bon, ils vont parler des droits de passage à travers le Québec, comme au canal de Panama, au canal. Non, ils n'en parlaient pas. Ils arrêtaient juste, ils disaient tout ce qu'il fallait, mais quand c'était convaincant, ils n'en parlaient pas. C'était pas la stratégie. Il ne faut pas parler que le Québec, c'est un territoire de passage essentiel, puis le Canada anglais, ça a l'air agressif, en tout des conneries. C'est pareil que les économistes aujourd'hui. Ils disent que ce que je viens de dire, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, ils va le dire, il va y avoir une crise de décroissance, il va le dire. Non, ils ne disent pas. Ils ne disent pas pour une raison simple. D'abord parce qu'ils ne sont pas capables d'imaginer comment régler le problème. Tout ce qu'ils sont capables de comprendre, c'est comment tu fais de la croissance. De la croissance, on injecte les compagnies engagent des gens, puis là, les gens recommencent à travailler, puis ça fait plus d'impôts. C'est ça qu'il y en a en tête. Ils n'ont pas changé de paradigme. Ils sont dans les vieilles théories de Keynes des années 30, comment on lance l'économie, ou du monétarisme, là, voyons, pourquoi je l'oublie tout le temps, celui-là. Friedman, qui disait, si vous injectez l'argent, c'est comme une matière première ou n'importe quoi, si tu en mets plus, bon, il y avait... C'est des vieilles théories finies, ça ne marche plus. D'ailleurs, ils l'ont essayé récemment, c'est de ça dont je parlais tantôt, puis ça n'a pas fonctionné. Alors, ils ont pas fini de développer les théories, les concepts, les technologies qui nous permettraient
de nous sortir de la crise de la façon habituelle. Ce n'est pas la façon habituelle qu'on va régler le problème. Ça va être avec un changement de paradigme, un changement de technologie, un changement de théorie, un changement de concept et donc de nouvelles personnes, une génération plus jeune. Ah, ben, M. Nantel, juste une petite parenthèse là-dessus, parce que là, on a un commentaire de M. Gaétan R. Là. J'ai beaucoup de misère avec ce genre de commentaire-là, mais je sais qu'il existe, puis je le respecte. Le Québec sans le pétrole de l'Alberta serait beaucoup plus pauvre. Ben, il le dit plus pauvre. Ouais, s'il vous plaît, pouvez-vous m'expliquer? Est-ce que ça a empêché le prix du gaz de monter à 2 piastres parce qu'on l'a acheté en Alberta depuis la crise en Ukraine? On paye le pétrole. Maintenant, l'avantage du Québec, c'est pour ça que j'ai été indépendantiste, l'avantage du Québec, c'est d'avoir les 3 sources d'approvisionnement puis de prendre la moins chère, c'est-à-dire celle qui vient de l'Ouest. Ils ne nous donnent pas le pétrole, ils nous le vendent. L'Alberta. Ah, merci. Les Américains nous vendent du pétrole depuis 1942 par le pipeline qui vient de Portland au Maine, qui rentre à Montréal. Et il y a le pétrole qui vient du monde entier par l'océan, parce que le Québec est un pays maritime. Parce que monsieur... Ben oui. Alors, c'est navigable jusqu'à Montréal. Alors, quand on a 3 sources de pétrole, parce qu'on est un pays indépendant, on prend le moins cher. S'il m'avait dit, ça c'est l'argument de la péréquation, moi, je n'ai pas de problème avec l'affaire de la péréquation. Le seul problème, c'est que c'est pas vrai. La majeure partie de la péréquation vient du Québec ou va nous être donnée remplacée par des droits de passage quand on sera indépendant. Parce que tout ce qui traverse le Québec, qui détruisent nos routes, détruisent notre fleuve, il faut qu'ils payent. Bon, ça, c'est les vieux arguments qui disent puis, M. Nantel, le Québec tout seul ne peut pas survivre, on est trop petit. Monsieur Nantel, vous qui êtes intéressé à la géopolitique, vous disiez qu'il y a 3 endroits où on peut s'approvisionner en gaz. Mais vous en oubliez un. Vous oubliez notre voisin du Nord qui actuellement vend son pétrole à un prix beaucoup moins cher que celui de l'Alberta et de meilleure qualité, c'est-à-dire le pétrole russe. Ouais, il y a une 4e source que le Québec pourrait prendre, dire, plutôt que de le prendre en Alberta, comment on nous le ferait dans un futur BRICS? Hein, si le Québec demandait son adhésion au BRICS, parce que suivez ça, là, c'est peut-être ça qui serait... on pourrait avoir du gaz russe de façon... le gaz russe, vous savez, c'est un marché mondial, le marché du pétrole. Les Russes vendent leur pétrole moins cher, mais que le pétrole russe se rende au Québec, c'est un peu loin. Je le sais, je faisais on va toujours acheter notre pétrole aux États-Unis, en Alberta ou au Venezuela ou de l'autre côté de l'Atlantique. Le Venezuela est plus loin que la Russie pour nous. Non. Le Venezuela, si je pars en bateau puis je veux aller en Russie, je pars de Québec, ça va être beaucoup plus proche d'aller en Russie qu'aller au Venezuela, non? Ah ouais, non, je ne sais pas. Là, il faudrait que je regarde sur une carte, moi je dirais non. Mais de toute façon, le Venezuela ne vend rien parce que les Américains ont tout saboté. Bon, c'était juste une petite... Le pétrole du Québec, il vient en partie du Moyen-Orient, beaucoup du Nigeria, de ces pays-là, beaucoup de l'Alberta, des États-Unis. L'idée, c'est qu'on prend le pétrole le moins cher. L'idée d'être coincé dans le Canada, moi, ça fait assez souvent, je le dis, là, quelqu'un qui habite à Montréal, il l'a en pleine face que ce qui est arrivé aux Québécois de souche. Puis, les Anglais sont 7 puis ils contrôlent avec nos taxes et nos impôts 3 universités, 6 grands collèges, la moitié des hôpitaux. Monsieur Nantel, ce que je... méga-hôpitaux sur 2, 30 à 40 il suffit d'avoir ça devant les yeux. S'ils le font au Québec, ils le font dans le reste du Canada. C'est pas payant d'être dans le Canada. Toutes ces histoires que le Canada nous fait vivre, on est trop petits. Israël a la taille du Québec en population, un territoire 60 fois plus petit que le Québec, puis ils sont reçus partout. C'est un pays important. Tout le monde nous parle de la Norvège, ils sont 6 millions, 5 millions et demi en Norvège. Et les gens nous parlent de la Suède, ils sont à peu près 10 millions. On est 8 millions et demi. Mais il faut arrêter sottise, des conneries. Le Québec est capable de le faire tout seul, puis c'est une puissance atlantique. Le Québec est une puissance atlantique. On a l'ouverture sur le monde entier sans que personne puisse nous déranger. C'est la loi internationale. Monsieur Nantel, qui gère l'Arctique en ce moment si ce n'est pas la Russie?
Et quel serait le potentiel pour le fameux plan Nord de Jean Charest? Moi, on va vous en faire un ce soir, un plan Nord, avec les Russes, où on collabore avec eux autres pour gérer la future route du Grand Nord. Le Québec pourrait jouer un rôle très important et n'aurait pas avantage en ce moment à prendre position pour l'Ukraine, contrairement au Canada. C'est quand on regarde géopolitiquement, qui pourrait gérer le Grand Nord, à part les Anglo-Saxons et les Russes et les pays scandinaves, le Québec pourrait jouer un très grand rôle. Soyons sérieux, l'Arctique est un océan russe. Absolument. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Les Américains n'ont pas de ville sur l'Arctique. Les Russes en ont plein. Les grandes rivières de l'Arctique, le Lena, l'Ob, l'Ienisseï, ils coulent vers l'Arctique. Alors que nous autres, nos rivières, ils coulent vers l'Atlantique, vers l'océan. Puis le Canada, bon, il y a OK, il y a le fleuve Mackenzie dans l'ouest, mais on n'a pas de grande ville là. Fait que les Russes dominent complètement l'Arctique. Ça va durer encore pendant un bon bout de temps parce que c'est de la géopolitique pure. Oui. Les relations avec la Russie, on parle de, je ne sais pas, moi je dirais, je sais pas, mais je dirais peut-être 10 000 km entre nos centres de peuplement et les leurs. C'est un peu loin. Mais le point n'est pas là. Le pétrole, le gaz, c'est un marché mondial. Si vous vendez du pétrole moins cher dans un pays, ça fait baisser le prix du pétrole partout sur la planète. Et là, il y a les coûts de transport, il y a les coûts de régazéification, si c'est du LNG, là, du gaz. Non, je sais que c'est compliqué et très dispendieux, mais c'était juste... oui. Ouais, je vais revenir à mon truc, là. Oui. Je comprends votre point, mais de toute façon, je suis d'accord. On manque d'argent. On a gaspillé tout l'argent qu'on avait. Alors, on n'a pas d'argent pour financer la recherche scientifique. Il va falloir faire de la recherche scientifique. C'est ce que tout le monde dit, là. On fait de la recherche scientifique, on va régler les problèmes. On les a plus, les argents, pour mettre dans les laboratoires. On a tout dépensé. On n'a pas d'argent pour nettoyer les environnements. Tout ce que j'ai montré tantôt, là, on n'a pas d'argent. On n'a pas. Pour sauver les espèces en voie d'extinction, c'est très difficile. Relancer un environnement puis remettre une espèce dans son milieu, en fait, on ne pourra pas le faire, ça va se faire tout seul ou ça ne se fera pas. On n'a pas d'argent pour bâtir des serres qui nous permettraient de faire de la nourriture ici, dans des serres au Québec, dans les pays froids. Je l'ai vu, ça existe en Islande, mais bon, eux autres, ils ont de l'eau chaude qui sort de la terre, là. Il y a des volcans là-bas. Alors, on n'a pas l'argent pour purifier l'eau. On est tout en train de polluer l'eau qu'on a sur la planète, le peu d'eau qu'on a. Les quantités d'eau diminuent, la qualité diminue, puis la technologie pour la tirer de l'eau salée est extrêmement coûteuse. On n'a pas l'argent pour faire la fameuse transition énergétique. Regardez ça, les panneaux solaires sur le toit d'une maison familiale. Ça va prendre littéralement des décennies avant que les gens puissent installer des panneaux solaires sur toutes les maisons pour 8 milliards d'habitants. De plus, il faut également payer le remplacement de ces panneaux solaires. Ça dépend de la marque, c'est de 25 à 50 ans que ça peut durer, mais il faut tout recommencer pour 8 milliards d'êtres humains. Évidemment, vous allez sauver des lignes électriques, des choses que vous allez économiser, mais il faut avoir l'argent pour le faire. Or, dans la crise qui commence, on a déjà dépensé tout notre argent, on n'a plus l'argent. Ça prend des capitaux. Bon. Ah oui, puis les ressources que ça demande pour produire un panneau solaire, M. Nantel, c'est énorme, là. C'est pas le Québécois moyen qui peut se payer ça, là, le toit qu'on voit là en ce moment, là. Pour l'instant, mais là, c'est ça, c'est un truc de riche pour l'instant, mais les prix baissent. Ça, c'est la recherche scientifique dont je parlais. Mais quand vous n'avez plus d'argent pour financer la recherche scientifique et vous n'avez plus les jeunes, parce qu'il y a un vieillissement de la population. Puis là, actuellement, au Québec, les jeunes, pas tous, heureusement, mais il y en a beaucoup qui vont en psychologie, en ostéopathie, des affaires de même. Ils ne vont pas en génie, ils ne vont pas dans la recherche scientifique. Alors, vous avez toutes sortes de problèmes qui s'accumulent, qui viennent du passé, c'est précisément ce que je dis. Puis on n'a pas l'argent pour les former. Mettez la prochaine image. Il faut également changer tout le parc automobile. Ça, vous avez des Tesla là, avec des chargeurs. Ils commencent à le faire, mais c'est, je ne me souviens plus, je pense que c'est 2% du parc automobile qui est électrique. On n'a pas les centrales nucléaires pour les alimenter. C'est pas installé. Ça prend de l'argent pour installer tout ça. Changer, enfin, il y en a qui disent qu'il y a 2 milliards de moteurs à explosion sur la planète. Changer tout ça pour en mettre des nouveaux, ça prend du cash, ça prend de l'argent, ça prend des profits, ça prend du capital. On ne l'a pas. On l'a gaspillé.
Bon. Vous avez également, il y a toutes les infrastructures, juste en Amérique du Nord, c'est évalué à 4 000 milliards de dollars de dépenses pour refaire les routes, les ponts. Là, à Montréal, le pont Champlain qui a coûté les yeux de la tête. Eh bien, sur le Saint-Laurent, il y a 8 ponts et tunnels. Puis les 7 autres, il faut tous les réparer, puis ils veulent en faire un troisième, un tunnel à Québec. Ça coûte cher, ça. On n'a plus l'argent. Ça a été dépensé. Également, il faudrait qu'on ait assez d'argent pour sauver l'Afrique noire, par exemple. Je donne l'exemple d'Afrique noire, qui est un continent qui est en pleine croissance démographique, mais qui a toutes sortes de problèmes. On paie régulièrement leurs dettes. À tous les 10 ans, ils effacent les dettes de l'Afrique. Ouais, mais on n'aura plus l'argent pour le faire. Ça. Il arrive quoi à l'Afrique à ce moment-là? Bon. Moi, je dis, sans aide, l'Afrique que moi j'ai vue, elle va s'effondrer. À la première crise alimentaire, puis c'est pas précisément celle qui commence, mais c'est parce qu'il y a toujours eu des pays riches qui envoyaient des... les recherches sur le sida, ça a tout été fait en Occident, ça a surtout été utile en Afrique noire. Les recherches sur la COVID, ça a été fait en Occident. C'est toutes des choses qui viennent d'ici, qui sont envoyées là-bas. Qu'est-ce qui se passe à ce continent-là, qui a des problèmes depuis très, très longtemps, qui attend qu'on aille chercher leurs réfugiés, qu'on aille nourrir leurs enfants, qu'on aille bâtir des routes. J'ai travaillé dans ce domaine-là, au développement international de l'Afrique. Je peux vous dire que les besoins sont gigantesques. On n'a pas l'argent pour des réfugiés qui se déplacent d'un pays à l'autre à cause des guerres. On les a plus. Bon, vous avez également ici même des retraités. Il n'y a plus de jeunes. Fait que les fonds de pension vont sauter. Il faut les faire vivre, ces personnages-là, dont moi et vous. C'est pour nous, là. Oui, mais c'est pour ça qu'on fait venir des immigrants, M. Nantel, pour payer votre pension. Il n'y a plus d'enfants sur la planète. Puis les immigrants passant, les immigrants qui rentrent notamment au Canada, ils ont ce qu'on appelle la réunification familiale. Ici, c'est une économie développée. On fait rentrer des ingénieurs, des économistes, beaucoup. C'est de très bonne qualité, nos immigrants. Oui, surtout venant de Roxham, entre autres. Hein? Du chemin Roxham, il y a beaucoup d'ingénieurs et de médecins. Et de... oui, ça c'est un problème. C'est précisément le problème avec les réfugiés dans la plupart des autres pays du monde. C'est que quand les gens rentrent en marchant illégalement, personne n'en veut. C'est-à-dire que c'est des pauvres, c'est des gens qui ne sont pas formés. Ça coûte encore plus cher, ils ne parlent pas la langue. Angela Merkel a demandé, elle a fait rentrer 1,5 million de pauvres là, en 2015. Elle a demandé aux chefs d'entreprise, mais pourquoi vous n'avez juste employé 3 Ben, ils ont dit c'est parce qu'ils ne parlent pas allemand, ils ne connaissent pas notre culture. Il y en a qui ne savent même pas qu'il faut rentrer à 9 h le matin et sortir à 5 h. C'est des agriculteurs, puis bon, c'est un autre monde. Il faut qu'ils prient 4 fois par jour. C'est quoi le problème? 5 fois par jour. En tout cas, fait que le problème, c'est qu'ils n'ont pas engagé. Qu'est-ce que ça a fait, le millionnaire qui a fait rentrer? Ben, ça a surchargé les systèmes sociaux, puis les écoles. Les petits gars se battent dans les écoles, ils ne parlent pas allemand parce que, bon, n'importe quel problème. Il faut également, comme on n'a pas fait d'enfants depuis très longtemps, ben, il va falloir, à un moment donné, aider les familles qui vont avoir un 3e enfant ou un 4e enfant. On n'a pas l'argent pour faire ça. Maintenant, passez la prochaine image. Ce qu'ont fait les gouvernements actuels, ils ont gaspillé leurs dernières munitions. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de crise depuis 14 ans. Ils ont gagné 14 ans de se faire élire en jouant sur les taux d'intérêt. Ils ont mis à zéro. Regardez, là, depuis l'an 2000, il y a eu une petite montée. Là. Je vais parler l'autre jour en 2008. Puis ça a causé la crise des subprimes. Ça a été juste de 5,25 en 2007. Il y a une petite remontée en 2004 à 2,4 en 80, en tout cas, c'est écrit en quelque part, c'est écrit là, 2019. Donc, tout ramené à zéro parce que ça a fait sauter l'économie. Ça a été la crise de la COVID. Alors, ils ont mis les taux d'intérêt à zéro pour gagner du temps. Autrement dit, ils peuvent prendre l'argent, ça ne coûte rien, ça coûte 0 2 1 puis ils peuvent distribuer ça aux hommes d'affaires, à la bourse. Monsieur Nantel, ce que vous dites là, c'est très important parce que moi, je le réalise sur le terrain. J'ai été dans le monde des affaires, je suis dans le domaine de la construction, puis tout ça, puis dans le domaine de l'immobilier, entre autres au Québec. Combien de personnes vivent actuellement qui se sont achetés des immeubles, se sont endettés parce que le loyer de l'argent coûte rien depuis plusieurs années. Donc, il y a des gens qui ont une capacité d'emprunt parce que les taux d'intérêt sont à zéro, qui en ont profité. Et qu'est-ce que ça va donner là avec la hausse des taux d'intérêt qu'on s'attend? C'est qu'ils ne peuvent pas la hausser, M. Nantel. Hein? C'est ça. Ils sont pognés en ce moment dans un cul-de-sac. Hein?
Regarde, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Regardez ce qui est arrivé en 2007. Ils ont monté juste à 5,25 %. Pas à 20,61 comme en 1981. Ils ont monté juste à 5,25 %. Pouf, tout explosé. Bang! Là, aujourd'hui, c'est encore pire. Ils n'ont rien fait depuis 2008. Ils n'ont rien corrigé. Ils ont puni personne. Les banques ont recommencé comme avant. Alors, le résultat, c'est que la moindre petite augmentation d'inflation, tout le monde, pas tout le monde, mais une grande partie des gens qui ont acheté des maisons avec des taux d'intérêt à zéro, ben là, ils mettent ça sur le marché, puis là, vous avez une nouvelle crise. Puis ça va être une crise qui va être bien pire. Mais ils n'osent pas le dire pour pas énerver le monde. Alors, si vous voulez mettre la prochaine image... M. Nantel, je veux vous poser une question là-dessus aussi. On sait que le milieu immobilier dans plusieurs grandes villes occidentales, dont Montréal, est occupé en ce moment par des gens qui viennent investir, dont des Chinois, vous m'aviez déjà parlé de ça, des gens qui ont pas trop confiance au régime chinois et qui ont énormément d'argent. Là, on parle là, de gens là, que 1 million pour eux autres, c'est rien, et qui viennent ici dans certaines villes comme Montréal. Et c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de gratte-ciel pousser à Montréal en ce moment. C'est une des raisons où des gens de l'étranger achètent des immeubles, des appartements, des condos qui sont pas occupés du tout, mais qui ont beaucoup plus de valeur, parce qu'il y a une valeur matérielle, que si là-bas en Chine, ils se font voler tous leurs avoirs ou ont un problème, ben cet argent-là sert à les... Hein? Ben, c'est extrêmement commun, pas avec les Chinois, hein? C'est dans le monde entier, ça fait depuis des décennies, depuis très longtemps. Les gens viennent investir aux États-Unis, puis en Europe, mais surtout aux États-Unis et au Canada, parce qu'ils savent qu'on respecte le droit de propriété ici. En fait, c'est ce que je disais la semaine passée. Là, ils ne l'ont pas respecté pour les Russes. C'est ça, là. Les Russes ne viendront plus cacher leur argent en Amérique du Nord. Puis là, les Chinois qui regardent les Russes en ce moment, puis qui ont investi en Occident, se disent, wow, attends un peu, si la Chine tombe en problème avec... puis c'est ce qu'on voit en ce moment, les Américains cherchent beaucoup le trouble, agacent beaucoup les politiques de la Chine. Et là, c'est là aussi qu'on pourrait citer à... Vous savez, c'est une des causes de la force du dollar américain, c'est que le dollar américain, jusqu'à maintenant, le gouvernement américain respectait les gens qui venaient investir aux États-Unis. Si vous arrêtez de le faire, là, le dollar va risquer de tomber, les gens vont le mettre ailleurs. C'est très important, j'en ai parlé la dernière fois, là, quand on parlait de la démocratie, il est très important de respecter les droits et libertés des individus. Parce que c'est les individus, je vais en parler tantôt, c'est les individus qui produisent la richesse, c'est les individus qui produisent les profits que le gouvernement dépense, gaspille, donne, distribue. La richesse, ça vient des individus. L'idée que le gouvernement va imprimer de l'argent puis va créer de la richesse dans le pays, c'est des conneries. Ça c'est des vraies bêtises d'économistes qui n'ont rien compris. Ce sont les individus qui créent la richesse. Les gouvernements ne font que prélever une partie de cette richesse avec l'impôt, avec les taxes, pour ensuite la distribuer aux pauvres, aux entreprises, à tout ce que vous voulez. Mais c'est les individus qui produisent la richesse. C'est de vous que la richesse sort. Et non pas du gouvernement, puis des dons, puis Et c'est là, M. Nantel, aussi qu'au Québec, on devient une proie, là, dans le milieu agricole, on l'a connu aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont énormément d'argent qui arrivent au Québec qui disent « Hein, wow! Une maison au Québec vaut 300 000 $ à Brossard. Je l'achète tout de suite à Vancouver, elle en vaut 2 millions. Et ce 300 000-là, il y a 10 ans, vaut aujourd'hui à Brossard près de 1 million. Les demeures, là, qui il y a 10 ans à Brossard valaient 300 000. Et je n'en parle en connaissance de cause. Il y a même pas 10 ans, des édifices, des jumelés à Brossard dans le coin du 10-30, qu'on en vendait aux alentours de 350 000, 400 000. Aujourd'hui, vous l'avez pas ce même jumelé-là, vous ne l'avez pas en bas d'1 million. Et ça, les gars là, qui le vendaient à l'époque te le disaient. Ils te le disaient, je te le vends 400 000, mais dans 2 ans, il va en valoir 600 000. Ça fait partie. Imaginez les Chinois qui voient ça, là. Ouais, l'Amérique du Nord profite de ça depuis très, très longtemps. C'est de l'argent qui rentre ici pour être sauvé. Les Chinois, quand ils font, je le sais parce que je connais une fille qui fait ça. C'est son métier. Moi, je connais un agent d'immeuble aussi qui accueille les Chinois ici à Montréal pour leur vendre des... Exactement. Fait qu'ils ont tout le réseau à Montréal pour acheter des condos. Ils ont tout l'argent qui sort de Chine parce qu'ils savent bien qu'à un moment donné, le gouvernement chinois va prendre l'argent où il est, c'est-à-dire dans les poches de ceux qui ont de l'argent. Ils savent que ça s'en vient. Ça fait très longtemps que les Chinois savent que ça s'en vient, puis ça s'en vient pas à cause de ce dont je suis en train de parler.
Alors, les Chinois viennent mettre leur argent au Québec et ils disent, vous savez qu'à Los Angeles, il y a des dizaines de milliers de personnes qui couchent dans les rues dans des tentes. Là. Puis il y a 10% apparemment, c'est ce que j'ai lu, là, il y a 10% des logements qui sont vides. Parce que c'est les Chinois qui ont acheté une maison, puis ils se disent, la fille dont je parle, là, qui fait ça à Montréal, elle m'a dit, ils s'en foutent s'ils investissent 10 millions au Canada, puis ça perd la moitié. Le gars, il va avoir de l'argent s'il y a quelque chose qui se passe en Chine. Il rentre ici, puis il y a au moins 5 millions. Voilà. Alors là, c'est une entrée d'argent. N'oubliez pas qu'au Québec, tout a appartenu d'abord à la France, ensuite ça appartenait à l'Angleterre, après ça appartenait aux États-Unis, puis là ça appartient aux Chinois, aux Russes, tout ce que vous voulez. Tôt ou tard, ça va nous revenir. Mais ça, c'est un autre point. Écoutez, passez à la prochaine image. Oui. Bon, ici, vous avez, c'est un cartoon, mais ça dit bien ce qu'ils ont fait. Ils ont imprimé de l'argent comme des fous. Comme si de l'argent, c'était pas grave d'imprimer de l'argent, comme si ça créait de la richesse. Ils peuvent imprimer de l'argent, ils peuvent pas imprimer du blé, ils peuvent pas imprimer des voitures, puis ils peuvent pas imprimer des biens de consommation. Alors, quand vous imprimez de l'argent, vous créez de l'inflation. La raison pour laquelle ça ne s'est pas produit les dernières années, c'est parce que l'inflation allait sur le prix des maisons, vous venez d'en parler, à la bourse, les bulles étaient là. Alors, ça a créé toutes sortes de bulles. Maintenant, passez à la photo suivante. Vous avez littéralement, en Amérique du Nord et dans le monde entier, là, ça s'arrête à 2000, c'est avant Trump, ça. Mais il en demeure pas moins que la dette fédérale américaine monte, c'est exponentiel, là, ça monte comme un réacteur là, qui monte dans le ciel. Et c'est la même chose partout sur la planète. C'est également la même chose pour les compagnies en Amérique du Nord, en Occident en général, et c'est également vrai pour les ménages. Les dettes augmentent parce que ça coûtait rien, ils ont mis ça à zéro, puis ils mettaient de l'argent sur le marché. Fait que les gens, ils ont dépensé l'argent, ils ont acheté des maisons, ils ont acheté toutes sortes de trucs. Alors, les dettes, si vous passez à l'image suivante, si vous avez les dettes, le ratio entre la dette et le PIB, et regardez ce que vous avez là. Ça, on parle de l'année 2018, la dernière fois que j'ai fait le calcul. Regardez les pays qui sont au-dessus de 100%. Le Portugal, 120%, l'Italie à 130%. Aujourd'hui, l'Italie est rendue à 160%. La Grèce est rendue à 190%, ils étaient déjà là. Le Japon, c'est parti bon. Autrement dit, la dette qu'ils doivent par rapport au PIB, quand on dit là, que c'est 238 en 2018 pour le Japon, c'est que le Japon, il faudrait que tout ce qu'ils produisent pendant 2,4 années aille à payer la dette. Bon, en tout cas, c'est des folies, c'est pas possible. Mais c'est une dette, les Japonais, qu'ils ont envers eux-mêmes, je crois. Hein? Oui, mais même s'ils l'effacent, c'est justement, s'ils effacent la dette, ils effacent également les actifs. Puis là, automatiquement, vous n'avez pas d'argent pour payer tout ce que je vous ai montré tantôt. Il faut le payer, cet argent-là. Mais au Japon, ils ont accepté de réduire leur population. J'écoutais des reportages, là, il y a des écoles là, qui sont complètement vides. De 144 millions, le Japon va baisser en bas du 100 millions. Ils vont atteindre un bas fond aux alentours de 80 millions. Et pourtant, l'économie semble bien aller là-bas. Il n'y a pas de... Il y a des Japonais qui m'ont dit on a déjà été 10 millions, ça marchait. Au Québec, là, on a déjà été 70 000 avant l'invasion de... Ben oui, ça allait très bien. Ça allait très bien. Fait que, il n'y avait pas de crise du logement. Non. Et ce qui est arrivé, c'est que ce que m'a dit un Japonais, il dit, avant, on avait beaucoup d'enfants à faire vivre, maintenant, on a beaucoup de vies à faire vivre. Puis ceux qui arrivaient de la France, M. Nantel, dans le temps de la Nouvelle-France, demandaient-ils des allocations familiales et des logements sociaux? Non, parce que la richesse vient des individus, des familles, ben oui, voilà. des villages. Ça, c'est quelque chose qui date depuis... Là, c'est parce qu'on est en décadence, qu'on a inversé les valeurs. On a fini par penser que c'est le gouvernement qui créait la richesse. Le gouvernement, c'est un dépensier. Il dépense l'argent qu'il a prélevé à la population. Puis quand vous avez une crise comme celle dans laquelle on entre, c'est ceux qui vont avoir gardé des réserves, qui vont s'en faire voler, mais c'est eux qui vont s'en sortir le mieux parce qu'ils vont avoir des réserves. Mais les réserves, les profits viennent des individus, des villages, des familles, des ménages. Voilà. Bon. Alors maintenant, passez à la prochaine. En 2008, on a eu ce qui est appelé le bail-out. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un problème avec les banques qui ont fait faillite les banques. Regardez, le gouvernement fédéral, on parle au Canada, on ne parle pas des États-Unis, ils ont donné 114 milliards d'aides gouvernementales données aux banques. Regardez-moi
Le CIBC a reçu 150% de la valeur de la banque. En passant, les caisses populaires, qui sont les meilleures, la deuxième meilleure banque, la mieux capitalisée au monde, selon l'organisme international Bloomberg, ont reçu zéro. C'est curieux, encore une fois, c'est le Québec qui a reçu zéro. Mais tous les Monsieur Nantel, ça, là, regardez, Jean-Marc, n'efface pas ce tableau-là. Monsieur Nantel, je vis dans une colonie britannique où on me fait croire que le Canadien français, le Québécois d'aujourd'hui, est un sous-homme qui ne sait pas compter, que c'est les Anglais qui nous ont appris le monde des affaires, qu'eux, ils savent compter, ils ont un cerveau d'économie. Ce tableau-là, là, s'il vous plaît, là, Choix Radio X, puis tous ceux là, qui aiment dire que le Québec est pire qu'ailleurs, puis qu'on est donc, notre culture nous empêche de cerner la réalité qui nous entoure, que si on était à l'image de Elvis, on serait donc meilleur, que notre culture ça, là, ce tableau-là, M. Nantel, merci ce soir de nous le présenter. C'est le système canadien, ça, à son meilleur. Il y a j'ai fait plusieurs des vidéos qui parlent de ça. Mais écoutez, c'est ça l'histoire du Canada. Là. Nous autres, on payait pour le développement de l'Ouest. On n'allait jamais dans l'Ouest. Là, ils traversent notre pays continuellement. Ça va continuer pendant des millénaires. Puis c'est insultant parce que, M. Nantel, ils nous font croire que c'est nous autres qui est à la remorque de ce pays-là, mes amis. On n'a jamais vécu sur le... C'est eux qui nous siphonnent depuis la conquête. C'est-tu dur à comprendre, ça? Mais écoutez, bon, moi, je le dis, là, on parle de ça, là. Oui, excusez-moi. Il y a 3 villes qui ont la preuve, on a la preuve par 3 villes du fait qu'on se fait sucer le sang par le Canada anglais. Je n'ai parlé tantôt, les Anglo-Québécois, avec nos taxes et nos impôts, ils sont 7% de la population. 3 universités, 6 cégeps, la moitié des hôpitaux sur l'île de Montréal, un méga hôpital sur 2, 30 à 40% d'économie du Québec. Ça, c'est Montréal. Vous allez à Ottawa, ils ont construit Ottawa à 1 mm à l'extérieur du Québec pour être sûr que le Québec n'en profite pas. Ça arrive tout en Ontario. Vous avez Toronto est la seule ville prospère autour des Grands Lacs. Toutes les autres sont en destruction. Qu'est-ce qui se passe? C'est plein de PhD puis de doctorats au Canada anglais. Non, c'est drainer la richesse du Québec. Ils prennent leur richesse, qui est à eux. Voilà. Le Petit Québec, le fromage Petit Québec est fabriqué en Ontario, dans une usine ontarienne, avec des travailleurs ontariens, avec du lait ontarien, des propriétaires ontariens, ils vendent ça au Québec. Le Petit Québec, c'est tellement nous. Alors, comment? Arrêtez de nous autres. Bon, ils ont déplacé la production en Ontario. Bon, écoutez, passez à la prochaine image. Là, on rentre dans l'hyperinflation. Puis dans l'hyperinflation, ben là, c'est une crise économique. Là, vous avez ce qui est arrivé, l'hyperinflation en Allemagne. Les gens arrivaient avec des brouettes pleines de Deutschmark pour acheter du pain. Bon, il y a même une histoire d'un gars, une femme qui est arrivée à la banque avec sa valise pleine d'argent pour la déposer à la banque. Puis il y a un gars qui est passé et qui a volé la valise. Elle courait après. Donne-moi mon argent. Le gars, il a ouvert la valise. Il a tout jeté l'argent à terre. Ce qui l'intéressait, c'était la valise. L'argent n'avait pas de valeur. Bon, les enfants faisaient des montagnes avec ça. Bon. Alors, le gars qui partait avec une belle retraite à 100 000 par année, ça tombait à 15 cents. Bon, c'est ça l'hyperinflation. Puis ça, c'est ce qui nous menace maintenant. Même au Canada, M. Nantel? Ben là, ça dépend. Là. Le Canada est un pays qui est... on peut pas d'armée. C'est les États-Unis qui nous protègent. Les États-Unis nous protègent d'un peu de tout, leur simple présence. On n'a pas une grosse population pour beaucoup de ressources parce que c'est un pays froid, etc. Bon, etc. Il y a toutes sortes de raisons qui font que le Canada va s'en sortir mieux, mais encore une fois, le froid, tout ça, il y a des coûts. Fait que c'est l'équilibre, là. C'est pas par hasard que la moitié des Québécois ont foutu le camp du Québec en 1840 et 1930. C'est pas par hasard. Parce que le Québec, c'est un pays qui est difficile à vivre, puis le Canada aussi. Les dit l'autre jour, quand j'ai parlé d'immigration, les immigrants au Canada, ils vont pas au Nunavut. Ah, le Canada, c'est grand, ça peut contenir 1 milliard de personnes. Oui, ils vont pas au Nunavut. Ils vont à Toronto, à Vancouver. C'est des immigrants urbains. Ils ne les intéressent pas le froid. C'est vrai que le Nunavut n'est pas très populaire. Non, puis les Inuits sont 80% de la population, puis ils vont rester 80% parce qu'il n'y a pas personne. Exactement. Moi, je n'irai pas aux autres non plus. Imaginez des gars qui arrivent du Niger. Comme j'avais un de mes amis, il était très grand. C'est le peuple au Niger. C'est des gens très, très élancés.
Puis j'ai rencontré aussi un peuple dans le Sud-Soudan. C'est peut-être les plus grands du monde, mais ils sont faits, ils ont des os. Vous mettez dans le Grand Nord, ils vont mourir en une demi-heure. Ils ne sont pas faits pour ça, là. Ça va pas. Ça va pas. Puis il y a un de mes amis, j'étudiais avec lui à Polytechnique, il m'a dit, non, moi, je retourne dans mon pays, je ne peux pas travailler comme géologue ici. C'est fou. Je sors dehors, j'ai mal dans les dos. Ben oui. Oubliez ça, le Nunavut, ça va rester. Ah oui, puis moi, il y a un Haïtien qui m'a dit la semaine passée, comment on peut aimer un pays où il fait si froid? Si froid que ça. Oui. Alors, tout ce que je veux dire, c'est que les gouvernements, là, avec ce qu'ils ont fait au cours des dernières années, ils ont gagné du temps en donnant de l'argent à tout le monde. Et c'est pour ça que ça a pris 14 ans entre les deux crises, puis même pas commencé encore la vraie crise. Ça commence un petit peu. Alors, c'est ça que je disais tantôt, les gouvernements, les compagnies, les ménages sont tous en faillite ou à côté. C'est vraiment grave, la crise de l'endettement présentement. Si les taux d'intérêt montent à 10 ou 15 ou à 21 comme on a vu, on l'avait tantôt, là, tout le monde fait faillite. C'est même pas une hypothèse en ce moment. D'où il va venir l'argent dont on va avoir besoin pour faire face à la crise et dont les économistes refusent de parler? Écoutez, les gouvernements, je l'ai dit tantôt, à force de faire des petites digressions, on a fini par le dire, les gouvernements, c'est des parasites. Les gouvernements, ils ne peuvent pas réagir à la crise qui s'en vient parce qu'ils sont trop gros, sont trop rigides. C'est des consommateurs de richesse, ne produisent pas de la richesse, puis ils sont loin des environnements. Un gouvernement, c'est comme un gros bateau avec un tout petit gouvernail. Vous essayez de tourner au maximum le gouvernail, ça va prendre du temps, comme le Titanic là, qui s'en allait vers son iceberg. Avant qu'il commence à tourner, ça prend du temps. Alors, les gouvernements ne peuvent pas réagir face à la crise parce qu'ils sont trop gros. S'ils baissent les salaires, grève générale. Fait qu'ils sont complètement pognés. Alors, il faut que quelqu'un, quelque part dans l'économie, fasse des profits pour que les gouvernements puissent prendre ces profits-là et faire fonctionner toute la bebelle. Ben là, c'est ce que j'ai dit tantôt, la majeure partie des industries n'ont jamais été rentables parce qu'ils se débarrassent de leurs déchets dans l'environnement, puis ils ne soignent pas les gens, etc. Puis les individus eux-mêmes font pareil. Qu'on le veuille ou non, vous et moi, là, quand on prend des produits, on met ça dans les poubelles, là, ailleurs. Tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qu'il y a autour de moi, ça va passer dans des machines, puis dans un siècle, tout ça, ça va tout être dans des dons. Il n'y en aura pas beaucoup de recyclés. Alors, il y a une impossibilité, il faut que quelqu'un fasse les profits pour que les gouvernements puissent prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans ce que vous produisez. Alors, vous savez que la TPS au Québec, là, la TVQ, c'est incroyable la vitesse à laquelle ça monte. Moi, je l'ai vu parce que j'étais parti. Quand je suis revenu, j'ai découvert que c'était déjà, je pense, c'était un petit peu plus haut. C'était une taxe sur la taxe. Vous savez, la taxe fédérale. Oui, la TVQ est calculée après qu'on ait compté la TPS. C'est ça. Puis vous avez la taxe de la taxe est aujourd'hui 2 fois plus élevée. En tout cas, c'est toutes des folies. Puis ils font ça pour pas que ça paraisse. Mais ça, c'est le gouvernement qui redistribue l'argent des profits faits par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire les classes moyennes, surtout moyennes supérieures. C'est eux autres qui payent. Ceux qui gagnent 100, 120 000 $ par année, ils se font varloper par les gouvernements. C'est une affaire terrible. Puis il n'y a pas juste les impôts. Il y a les taxes indirectes. Il y en a dans les produits. Vous pouvez payer une taxe pour le pétrole. Les compagnies prennent le coût du pétrole, ils font des produits, il y a une taxe. Là, ils prennent le produit, ils le mettent sur le marché, il y a une taxe. Puis après vous, quand vous l'achetez, c'est des taxes sur de taxes, de taxes, de taxes, de taxes. Pas de problème. C'est énorme. Oui, mais ils font ça pour redistribuer. Ils redistribuent l'argent à des faux réfugiés comme ceux qui rentrent à Roxane. Mais oui, M. Nantel, moi, là, que je travaille ça à des gens qui refusent de travailler. Ils vont donner ça à des gens qui font semblant. Tout le monde en connaît, là, des gars qui ont fait semblant d'avoir un. Quand ils vont voir le médecin là, pour les accidents du travail, « Ah, j'ai mal à mon dos. » Le gars qui dit, il avait trouvé drôle, ce gars-là. Il dit, c'est drôle, il dit, avant que j'aille voir le médecin des accidents, il dit, avant que j'aie mon accident, j'étais capable de monter mon bras là, mais depuis que j'ai eu mon accident, je ne peux pas le monter plus haut que ça. Moi, M. Nantel, j'ai travaillé dans un club de golf plus jeune, puis j'ai un gars, il s'était fait pogner. Par la CSST, parce qu'il était sur la CSST depuis plusieurs semaines, et il avait gagné un tournoi de golf la fin de semaine. Et le monsieur avait un mot de dos, c'était son problème. Et le problème, c'est que en gagnant le tournoi, on l'a affiché dans les journaux locaux. Et c'est comme ça que l'assurance chômage a découvert qu'il n'y avait pas si mal que ça au dos, finalement. Moi, j'avais un gars qui s'était blessé au dos, là, je parle de ce bien-là, de gag. Et il posait du J-Proc.
il met ça avec une main au plafond, puis Oui. il établit ça au dos. Il ne peut pas travailler. Il travaillait sur la slide, en tout cas, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que l'État redistribue de l'argent à des gens qui pensent qu'on leur a volé, qui n'ont jamais travaillé, qui ne veulent pas travailler, qui viennent ici pour se mettre sur le bras de la princesse. Fait que c'est notre poète Félix Leclerc qui l'a dit, pour tuer un homme, paye-le à rien faire. Voilà. Et le système a très bien compris ça. C'est ça. Alors, la seule chose que peuvent faire les gouvernements désormais, c'est de laisser aller. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne peuvent plus ponctionner la population. Voilà. À un moment donné, si vous surchargez les entrepreneurs, puis ils le font, les gars, ils ferment la business. Il y a trop de troubles. Moi aussi, je peux me mettre sur le BS ou, bon, il fait autre chose si on va travailler ailleurs. Bon. Charles Gave, un économiste français, il dit qu'il y a plus de Français qui travaillent à Hong Kong qu'il y en a qui travaillent dans la région où ils habitent, une affaire comme ça. Là. En tout cas, il dit qu'il y a des gros, les gars sont partis. En France aussi, ils ont beaucoup de misère avec les pensions puis tout ça. Moi, j'ai des frères qui ont une partie de leur compagnie là-bas en Europe. Et à un moment donné, ils ont dû restructurer la compagnie. Et quand les employés en Europe ont su qu'ils allaient restructurer la compagnie, ils se sont tous mis sur la maladie. Ici, au Québec, on connaît pas ça. Et ils ont dû payer, là, ça a été très compliqué. Ils ont eu le malheur d'annoncer une restructuration. Et là, les mesures sociales là-bas en Europe, on l'a appris on a appris que c'était... Ici, les mesures sociales sont très bonnes aussi, mais en France et en Europe, dans certains pays, là, c'est... L'idée que le gouvernement est riche, c'est complètement aberrant. Le gouvernement n'est pas riche. Le gouvernement, il est pauvre. Il est riche de ce qu'il vous prend, de ce qu'il prend aux travailleurs. Voilà. Quand les gens arrêtent de produire des profits, ben, ils ne peuvent plus. Ça bloque. C'est ça qui s'en vient, là. On n'a plus l'argent pour faire ce que je disais, pour réparer tout. Évidemment, j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo, les individus, comme c'est eux qui produisent la richesse, comme c'est eux qui sont près de l'environnement, eux qui sont près de leurs clients, eux qui sont près de tout, ben, l'individu peut se sauver lui-même dans une crise comme celle qui commence. Les gouvernements pourront plus aider les réfugiés, l'Afrique, les pauvres qui ne veulent pas travailler, tout ça, les gens qui n'ont pas eu d'enfants, les vieux qui sont trop vieux pour travailler. Alors, le gouvernement va aider à la sauvette, ce qu'il va pouvoir, c'est-à-dire ce qui se passait dans les années 30, il y avait le secours direct qui vous donnait un bout de pain, puis une soupe, puis une banane, puis bon, c'était ça. Là. Des billets, là, on donne un billet, puis tu l'échanges contre des bons de nourriture. Ouais. C'est ça. Puis là, les gars viennent voler vos pneus de voiture parce qu'il y a besoin de pneus pour sa voiture, parce que vous avez le droit à 4 pneus par année, puis en tout cas, les gens se débrouillent, mais tout le monde est pauvre, ça va mal. Ça a vraiment fait mal, la crise des années 30, c'est ce qui s'en vient. Mais il y en a, comme ma mère, par exemple, qui ont vu la crise, mais parce que son père avait très bien travaillé, puis sa mère aussi travaillait bien, bien ils s'en sont tirés sans dommage de la crise. Et c'est parce qu'ils se sont préparés. Puis j'en ai parlé dans une autre vidéo, la Radio Infocité, de ce qu'il fallait faire. Alors, ça prend du temps. On a encore du temps avant que le pire arrive. D'ailleurs, on vit très bien. Là. Il n'y a pas personne, je pense, qui nous écoute, qui crève de la faim. Là. Bon. Alors, on a encore du temps devant nous. Ça prend du temps pour accumuler de l'énergie, accumuler des profits. Quand vous achetez une maison, bien, il faut que vous payiez chaque mois tant d'argent. Au bout de 25 ans, la maison est payée. C'est le même que ça se fait. L'énergie, les profits, ça se ramasse un petit peu à la fois. Puis là, bien, ceux qui l'ont fait depuis 20-30 ans, bien là, leurs maisons sont payées, le char est payé. Bien, le gars va s'en sortir assez bien de la crise, même s'il augmente les taxes sur sa maison, parce qu'il y a une limite à ce que vous pouvez taxer. Je pense que M. Nantel, effectivement, le Québécois, Canadien, Français qui est ici, qui travaille depuis plusieurs générations, qui a une maison de payer, moi, j'en connais toujours beaucoup autour de moi, au Québec, on en a beaucoup de ça, c'est l'endettement, hein? C'est le monde dans lequel on a voulu nous embarquer parce que les Canadiens français n'étaient pas réputés à vivre en haut de leurs moyens. Hein? Écoutez, je pense que c'est des valeurs qui sont très... Le mode de vie américain a commencé vraiment, le mode de vie américain dont on parle, là, ça a commencé après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils ont eu peur qu'il y ait une grosse dépression qui recommence comme dans les années 30. Fait que là, ils ont commencé à dire, quelqu'un qui a eu l'idée, il a dit aux gens, vous le méritez bien, faites-vous, récompensez-vous. Dépensez aujourd'hui, vous payerez demain. Là, c'est le crédit. Mais là, le crédit, c'est là que la décadence a commencé. C'est que tout le monde s'est mis à sur le crédit, puis les jeunes ont appris à vivre là-dedans.
Se penser plus riche qu'ils étaient. Ben, puis ils ont commencé à faire ça. Fait que là, ils ont dépensé. Pour payer les fonctionnaires, ils ont laissé les infrastructures se dégrader. Comme les baby boomers n'avaient pas demandé à vivre, ben, ils voulaient tout. Ils voulaient les écoles gratuites, les universités gratuites. La marijuana, foutez-nous la paix, légaliser ça, puis en fait, ça a été ça toute notre vie. C'est toujours aller chercher le maximum, mais pas faire de profit, pas faire d'accumulation, Fait que tout a été dégradé. On a consommé en totalité ce que nos ancêtres nous ont laissé. Toutes les formes, beaucoup de formes de richesse, domination politique, militaire et technologique dans tous les domaines. Beaucoup d'enfants, le baby boom, etc. Puis là, ben, ça a tombé petit à petit. Puis là, il s'est passé quelque chose de très intéressant, ce qui montre qu'en passant, c'est pas par méchanceté que les gens font ça. C'est que simplement, ils vivent là-dedans, puis ils trouvent que c'est normal que l'avortement soit libre et gratuit, qu'il y ait le droit de ne pas faire d'enfants, qu'il y a une retraite qui les attend, le gouvernement va me faire vivre pendant 40 ans, bon, etc. Ça, c'est la décadence, c'est un mouvement historique, c'est connu. Quand un pays est riche trop longtemps, ben les gens, ils cherchent le plaisir, puis ils ne veulent plus aller à la guerre, ils ne veulent plus se battre, puis ils sont paresseux, puis ils deviennent gros, pèsent 300 livres, puis ils se bourrent de crème glacée. Il y a des gens qui pèsent 1000 livres sur la planète, ne peuvent plus sortir de leur lit, ils passent leur journée, la femme, le gars, il est sur je ne sais pas, une assurance de quelque chose, la femme, elle nourrit à longueur de journée, il mange 2 douzaines d'œufs par jour, tout ça. Comment qu'on peut se rendre là? Ben, c'est la recherche du plaisir. Puis à un moment donné, ben, toute la société suit. Puis dans toutes les sociétés, il y a toujours des gens décadents, un petit pourcentage quand ça va bien, un gros pourcentage quand ça va mal. Chose très intéressante. Ça a pris 74 ans au communisme pour s'effondrer. Puis ça a pris à peu près 77 ans depuis 1945 pour que l'Occident s'effondre. Il y a comme quelque chose, là, c'est relié aux 3 générations dont je parle tout le temps. Celui qui bâtit tout, celui qui en profite, celui qui laisse tout aller à la boulot. Et c'est ça qui arrive en Occident présentement. On n'a pas la quantité de jeunes, on n'a pas la qualité de jeunes, non pas qu'ils n'ont pas de valeur humaine. Un ingénieur, ça produit plus de profit qu'un gars qui fait du cinéma ou qui peint des toiles dans son sous-sol. C'est comme ça, là. Il y a des gens qui produisent des profits qui permettent au gouvernement de l'imposer et de redistribuer la richesse. L'Occident était comme ça. Jusqu'à 1900, la richesse maximum en Amérique du Nord a été atteinte vers 1972. C'est-à-dire avant la crise du pétrole de 1973, puis là, ça a commencé à mal aller. Il y a eu un deuxième choc pétrolier avec l'Iran en 87, je pense. Et depuis ce temps-là, la richesse moyenne n'a pas arrêté de baisser. On ne s'en est pas trop rendu compte, mais là, on s'en rend compte. On s'en est rendu compte en 2008. On va s'en rendre compte encore plus dans la crise qui commence. Maintenant, il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas l'humanité qui va disparaître. Je répète encore une fois, l'humanité va s'en sortir très, 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 très facilement. On a vu bien pire que ça depuis 4 milliards d'années. Nos familles ont 4 milliards d'années. On a vu bien pire que ça, puis on a survécu tout le temps. C'est les individus qui vont souffrir. Puis il y a certains individus qui n'en souffriront pas. Ceux qui vont avoir fait attendre les investissements nécessaires pour être bien placés pour traverser la crise qui commence. Puis encore une fois, on ne les a pas. On n'a pas l'argent. Tout a été dépensé par les gouvernements, les individus, les compagnies. Les infrastructures sont détruites, les environnements sont détruits, les usines sont parties. Il n'y a pas de jeunes, beaucoup de vieux. C'est des problèmes qu'on a créés nous-mêmes. On n'a plus d'argent, puis il faut réparer tout ça. Alors, effectivement, il y a certains qui vont bien s'en sortir, ceux qui vont s'être préparés correctement.